Reprise du débat. L'honorable député de Saint-Hyacinthe, Bagot. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui au sujet de la motion de nos collègues de l'opposition officielle exigeant que les paiements, les contrats, la sous-traitance liée à l'application ArriveCan soient analysés par le vérificateur général. Je remarquerai, à l'instar de mes collègues du Bloc qui sont intervenus plus tôt, bien sûr, que c'est plutôt fort en café de faire le lien entre, comme c'est le cas dans le libellé de la motion conservatrice, de faire le lien entre l'argent qui est mis dans ArriveCan et l'inflation généralisée. Je trouve ça un peu fort, je pense qu'on va s'entendre là-dessus aussi. C'est peut-être malheureusement l'inflation verbale des conservateurs qui a triplé. Quoi qu'il en soit, le Bloc québécois votera néanmoins en faveur de la motion parce que nous en soutenons la finalité. Il faut que soient scrutées à la loupe les dépenses liées à la mise en place et à la gestion d'ArriveCan. Mon comité, le Comité permanent sur le commerce international, avait entrepris une étude de l'application ArriveCan. On avait pu recevoir un paquet, bon nombre de témoins, dont le syndicat des douaniers, qui nous a expliqué à quel point la situation était désastreuse. A fortiori, dans ce contexte de pénurie de travailleurs, le syndicat des douaniers nous a affirmé qu'ils avaient déjà de la difficulté avec les tâches ordinaires et que l'imposition d'une nouvelle tâche, soit ici de numériser un document de plus, c'était réellement problématique. En contexte où Ottawa n'a rien fait pour régler le problème de la pénurie de travailleurs aux douanes, il était pour le moins téméraire d'imposer ArriveCan comme application obligatoire. J'ai aussi pu remplacer l'été dernier mon collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, à la réunion d'urgence du Comité permanent des transports pour réclamer une enquête sur les retards dans les aéroports, enquête qui imposait au ministre des Transports, qui doit être imputable, de venir témoigner. Parce qu'on l'a vu l'été dernier, la gestion de l'enjeu des voyages, là, ou des voyages en général, elle a été désastreuse de A à Z. De l'octroi des passeports au chaos des aéroports, Ottawa n'avait pas pensé qu'après 2 ans et demi de pandémie, les gens auraient peut-être, je dis bien peut-être, une petite envie de voyage, en quelque part. Les scènes n'étaient pas très belles. On s'en rappelle, on a pu entendre des témoignages d'enfants qui ont entendu pendant 24 heures. 24 heures, ça peut parfois être 2 fois le temps d'un voyage, d'un long vol pour aller dans certaines régions de l'Asie. C'est long, 24 heures. L'industrie du transport n'a pas été non plus soutenue de la même manière que ça s'est fait aux États-Unis et en Europe. Dès les débuts de la pandémie, il a fallu qu'il y ait un changement de ministre pour que ça commence à se faire. Les irritants étaient nombreux, empirés par le fait que les transporteurs n'ont pas d'obligation de remboursement des billets en cas d'annulation des vols. Donc, un citoyen qui remplit sa part du contrat, donc il va dire « Moi, je prends mon argent durement gagné, j'achète un billet. » Bien, il me semble que le minimum, c'est d'obtenir, il doit pouvoir obtenir le service pour lequel il paye. Il y a un trou dans la législation à ce titre. Aux États-Unis, en Europe, c'est pas compliqué. Si un transporteur qui refuse de rembourser, il a une amende. Puis la Charte des voyageurs ne s'applique pas non plus aux ports et aéroports fédéraux. Un autre problème majeur. La situation a clairement été aggravée par le fait qu'Ottawa a toujours refusé de dévoiler un plan de déconfinement, un plan détaillé, là, un plan expliquant chaque étape l'une après l'autre, chaque étape potentielle de déconfinement, et expliquant le pourquoi de chacune d'entre elles. Parce qu'un plan, c'est de la prévisibilité. On aurait peut-être évité ce chaos-là si on l'avait eu. Pendant que nous utilisions ArriveCan de manière obligatoire, d'autres modèles existaient ailleurs dans le monde. En Europe, par exemple, il s'agissait d'une déclaration en ligne à compléter à la maison, avant le voyage. Puis le débat sur ArriveCan, précisons-le, ce n'est pas un débat sur la preuve de vaccination à la frontière. C'est autre chose. Il est toujours possible de la mettre en place si jamais on voulait en débattre. Mais ce n'est pas là. Le débat ne porte pas là-dessus. On n'a pas besoin d'avoir recours à cette application-là pour avoir une obligation de preuve vaccinale à la frontière. Moi, j'ai eu des témoignages poignants cet été de citoyens et de citoyennes qui étaient condamnés à un isolement strict de 14 jours pour avoir failli à remplir certains aspects, certaines questions, certains aspects du questionnaire d'ArriveCan qui était sur l'application. Il se peut, Monsieur le Président, je dis bien il se peut,
qu'une dame de 85 ans soit pas de la génération la plus à l'aise avec la technologie. Est-ce que c'est possible, d'après vous? Il fallait suspendre Arrive-Can. On est à ce titre bien heureux qu'elle ne soit désormais qu'optionnelle. On le sait, parce que maintenant, l'heure est au bilan. On le sait, les libéraux n'aiment pas les enquêtes et les recherches qui cherchent à faire la lumière sur leur manière d'octroyer des contrats. On l'a vu à de nombreuses reprises. Le développement d'Arrive-Can devait coûter 80 000 $. Au total, elle a finalement coûté 54 millions de dollars. C'est particulier, ça, Monsieur le Président. Le syndicat des douaniers, d'ailleurs, estime que l'argent dépensé pour Arrive-Can aurait été beaucoup plus utile, et je me permets de vous dire que c'est un pléonasme, s'il avait été dépensé en équipement pour les postes frontaliers ou pour embaucher du personnel, alors que le gouvernement demandait aux douaniers de gérer également les formulaires d'Arrive-Can, en plus des heures supplémentaires qu'ils devaient faire. Mais pourquoi 80 000 $ comme cible, 54 millions comme résultat? Les contrats ont été octroyés de manière chaotique, Monsieur le Président. L'entreprise qui a obtenu le contrat, sans appel d'offres, s'appelle GC Strategies, une entreprise qui n'a que 2 employés. Les 2 partenaires, Christian Firth et Darren Anthony, avaient déjà de nombreux partenariats avec le gouvernement fédéral, incluant l'application qui s'est avérée complètement inutile, Alerte COVID. L'entreprise affirme avoir travaillé pour la Banque TD, CBC, la Ville d'Ottawa, la Régie des alcools de l'Ontario et plusieurs branches du gouvernement fédéral. Ceux-ci agissent comme intermédiaires. Le gouvernement leur fournissait les exigences, puis GC Stratégie trouvait les sous-contractants nécessaires pour répondre aux exigences, mais le gouvernement canadien s'occupait de la direction du projet, des objectifs, de la budgétisation, du contrôle des coûts. GC Stratégie utilise aussi une adresse résidentielle et l'entreprise toucherait une commission de 15 à 30 % selon le témoignage qu'ils ont fourni en comité. Le gouvernement canadien les a directement contactés, ce ne sont pas eux qui ont approché le gouvernement pour ce projet. GC Stratégie a facturé 9 millions au gouvernement au cours des 2 années pour l'ensemble du travail effectué pour Arrive-Can, mais ce montant était pour le temps, le matériel et l'engagement. La marge de profit était plutôt de 15 à 30 % ou un montant entre 1,3 et 2,7 millions de dollars. GC Stratégie affirme avoir toujours respecté les délais imposés par le gouvernement et n'avoir jamais raté une échéance malgré les 150 mises à jour en 2 ans. En réponse à une question de ma collègue de Beauport-Limoilou qui demandait combien d'employés contractuels ont travaillé pour GC Stratégie, l'entreprise a répondu que la taille de l'équipe variait au fil du temps entre 17 à 18 personnes et 25 à 30 personnes. Il y a un paquet de questions qui demeurent sans réponse. Or, le gouvernement est imputable. Il doit rendre des comptes. Il est soi-disant responsable devant le Parlement, qui est une victoire d'ailleurs des patriotes de 1837-38. Il faut donc qu'il révèle comment une application comme Arrive-Can est passée d'une cible de 80 000 $ mis dans son développement à un coût final de 54 millions de dollars. Les contrats, les paiements, la sous-traitance, tout ça doit être observé par le vérificateur général. C'est une question de transparence élémentaire. Merci, Monsieur le Président. Bravo.